Imaginez un instant, tout ce qui nous entoure, absolument tout, du sel dans l'océan à l'ADN au cœur de nos cellules, tout ça est régi par un ensemble de règles invisibles. C'est une sorte de langage secret que parlent les atomes entre eux, un code qui dicte la structure même de notre réalité. Ce langage, c'est lui qui répond aux questions les plus fondamentales. Et aujourd'hui, c'est précisément ce code qu'on va déchiffrer ensemble. On va apprendre à lire les intentions des atomes et à comprendre cette quête universelle qui les anime tous. Alors voici notre plan de match. On va commencer par les bases, les lettres de cet alphabet. Ensuite, on découvrira sa grammaire, ses subtilités, et on verra même ce qui se passe quand cette communication est rompue de la manière la plus violente qui soit. Ok, on y est. Le point de départ, c'est cette idée, finalement assez simple. Dans le monde matériel, rien n'est laissé au hasard. Tout obéit à des lois, et pour comprendre ces lois, il nous faut un alphabet. Et comme pour n'importe quelle langue, tout commence par les lettres. En chimie, cet alphabet nous a été offert au début du XXe siècle par un esprit assez brillant, un certain Gilbert Lewis. Son idée était franchement révolutionnaire de simplicité. Il s'est dit, pour comprendre comment les atomes interagissent, oublions le superflu. Concentrons-nous sur l'essentiel, sur les seuls acteurs qui sont en première ligne, leurs électrons les plus externes. Et voilà, c'est ça, la fameuse représentation de Lewis. On met de côté tout le reste, le noyau, les couches d'électrons intérieurs, on ne garde que le symbole de la tôle et ces fameux électrons de valence. Ce sont eux qui font tout le boulot, qui créent les liens, qui sont la clé de toutes les réactions chimiques. Et la méthode est incroyablement simple. Regardez. D'abord, on identifie le symbole, par exemple C pour le carbone. Ensuite, on détermine son nombre d'électrons de valence. Pour le carbone, c'est 4. Et enfin, on place simplement 4 points autour du symbole. Et voilà, on vient de dessiner la lettre carbone de notre langage. Simple, visuel et super puissant. Chaque élément a sa propre signature. L'hydrogène, avec son unique électron, c'est le minimaliste du groupe. Le carbone, avec ses 4 points, c'est le grand bâtisseur. Il est hyper polyvalent. L'oxygène ou le chlore, avec leurs nombreux électrons, on sent déjà qu'ils ont une personnalité chimique bien à eux. Cet alphabet visuel nous dit déjà presque tout sur le potentiel de chaque atome. Bon, on a nos lettres, c'est bien. Mais maintenant, il faut comprendre la grammaire. Qu'est-ce qui pousse un atome à aller vers un autre? La réponse est la même pour tous. Une quête quasi obsessionnelle, universelle, pour atteindre un état de stabilité parfaite. Et cette grammaire fondamentale, elle a un nom, la règle de l'octet. Le chiffre magique, c'est 8. La plupart des atomes ne seront heureux, c'est-à-dire chimiquement stables, que lorsqu'ils auront 8 électrons sur leur dernière couche. Et pour y arriver, tous les coups sont permis, donner, recevoir ou partager des électrons. La seule petite exception, c'est l'hydrogène, qui lui se contente de 2. Et puis, il y a ceux qui ont déjà tout, les gaz nobles. Eux, ils naissent pour ainsi dire avec leur octet déjà complet. Le résultat, ils sont chimiquement inertes, presque snobs, ce sont les sages stoïques du tableau périodique. Ils ont déjà atteint cet état de grâce que tous les autres atomes recherchent désespérément. Mais attention, ce partage d'électrons pour atteindre la stabilité, ce n'est pas toujours une discussion amicale entre égaux. Non, bien souvent, ça ressemble plus à une négociation tendue où l'un des partenaires a beaucoup plus de pouvoir que l'autre. Ce pouvoir d'attraction, c'est ce qu'un géant de la chimie, Linus Pauling, a appelé l'électronégativité. C'est tout simplement une mesure de la force avec laquelle un atome tire la couverture électronique à lui au sein d'une liaison chimique. Alors, à partir de là, 2 scénarios se dessinent. Soit 2 atomes de force égale partagent les électrons en parfaite harmonie, et ça donne une liaison apolaire, totalement neutre, soit un atome beaucoup plus gourmand entre en jeu. Il va attirer les électrons partagés plus près de lui, et ça crée un déséquilibre. La liaison devient polaire, avec un pôle légèrement négatif de son côté, et un pôle légèrement positif de l'autre. Pauling a même mis des chiffres là-dessus. En calculant la différence d'électronégativité, ce fameux delta chi, on peut prédire la nature de la liaison. Si la différence est toute petite, c'est un partage équilibré, une liaison covalente apolaire. Si la différence est moyenne, c'est un débat animé, une liaison polaire. Et si la différence est vraiment grande, eh bien ce n'est plus un partage, c'est un vol. L'atome le plus fort arrache l'électron à l'autre et ça crée une liaison ionique. Bien, on a vu ce qui se passe à l'intérieur des molécules, ces liens forts qui les soudent. Mais qu'en est-il des interactions entre les molécules? Qu'est-ce qui fait qu'un verre d'eau reste un verre d'eau et ne s'évapore pas en une fraction de seconde? Ce sont des forces plus subtiles, des attractions plus discrètes, mais absolument essentielles. On parle de forces comme celle de Van der Waals ou de la très célèbre liaison hydrogène, qui est une sorte de version premium de ces interactions et qui est cruciale pour l'eau et même pour la structure de notre ADN. Et c'est ça qui est fondamental. Collectivement, toutes ces petites attractions expliquent les états de la matière. C'est grâce à elles qu'un insecte peut marcher sur l'eau ou qu'un glaçon garde sa forme. Sans ces forces cachées, l'univers ne serait qu'un immense gaz informe.
Mais cette belle mécanique, cette stabilité peut parfois s'enrayer. Il arrive que les règles soient brisées. Et lorsque ça se produit, on entre dans le territoire du chaos chimique. Tout bascule à cause d'un seul détail, une anomalie qui paraît presque insignifiante. Un électron solitaire, un électron sans partenaire. C'est le grain de sable qui va gripper toute la machine. C'est la naissance d'un radical libre. Cet électron célibataire le rend chimiquement désespéré. Il ne respecte plus les règles. Pour retrouver sa stabilité, il devient un voleur, prêt à arracher un électron à la première molécule qu'il croise, sans faire de distinction. Et c'est là que le drame commence. En volant un électron, le radical libre stabilise son propre chaos, mais il transforme sa victime en un nouveau radical libre. C'est le début d'une réaction en chaîne, une cascade de vol et de dégradation qui se propage dans nos cellules, endommageant au passage des composants vitaux comme l'ADN. C'est, à l'échelle moléculaire, le processus même du vieillissement. Mais face à ces agents du chaos, il existe heureusement des gardiens de la plaie, les antioxydants. Ce sont des molécules généreuses, capables de donner un de leurs propres électrons à un radical libre pour le calmer, et ce, sans devenir instable elles-mêmes. Ce sont les interrupteurs d'urgence qui viennent stopper cette cascade destructrice. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cette quête de stabilité qui organise tout l'univers, qui bâtit les étoiles et la vie, porte aussi en elle les germes de sa propre dégradation. Le vieillissement ne serait alors peut-être que l'inévitable revers de la médaille, la taxe que la vie doit payer pour simplement exister.